Après avoir refusé de donner mon héritage à ma mère, elle m'a invité à une réunion de famille. Quand je suis arrivé, il y avait des avocats prêts à me forcer à signer la cession. Mais au moment où ils m'ont tendu les papiers, j'ai souri et j'ai dit « C'est marrant, moi aussi j'ai amené quelqu'un. » Je m'appelle Amber, j'ai 29 ans, et le mois dernier, mon grand-père m'a laissé tout son patrimoine, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Le lendemain de l'enterrement, ma mère Patricia m'a exigé de tout lui donner. Quand j'ai refusé, l'enfer s'est déchaîné. Ce matin-là, j'ai reçu un message m'invitant à une réunion de famille très importante. En entrant dans la maison de mon enfance, je suis resté figé. Ma mère, mes frères, mon beau-père et 2 hommes en costume me fixaient. « Amber, » dit ma mère avec un sourire glacial, « je te présente nos avocats. » Je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. Si tu regardes ça, laisse un commentaire pour me dire d'où tu viens. Mets un like et abonne-toi pour voir comment j'ai géré ce piège surprise. Mon grand-père Harold n'était pas juste de la famille, c'était mon héros. Alors que les autres enfants avaient des posters de stars de pop dans leur chambre, moi, j'avais une photo encadrée de mon grand-père, debout fièrement devant sa première quincaillerie. Il avait construit son entreprise à partir de rien, en commençant par un petit prêt, et l'avait transformée en une chaîne de magasins dans 3 États. Rien qui vaut la peine ne s'obtient facilement, Amber, me disait-il, avec cette voix à la fois chaleureuse et pleine de sagesse. Ma mère Patricia, par contre, n'a jamais compris la valeur du travail dur. En tant que fille unique de mon grand-père, elle a grandi en croyant que tout lui était dû. Même petite, je voyais bien comment elle levait les yeux au ciel chaque fois que mon grand-père parlait d'épreuves qui forgent le caractère. Mes premiers souvenirs incluent ces folles séances de shopping, le salon rempli de sacs de marque, suivi de disputes discrètes avec mon grand-père à propos d'argent. Quand j'ai eu 12 ans, nos finances familiales étaient déjà un désastre. Maman passait d'une carte de crédit à l'autre comme si c'était des stations de métro, poussant chaque carte à sa limite avant de passer à la suivante. Mon beau-père, Siga, la laissait faire, en partie parce qu'il profitait de ses dépenses, et en partie parce qu'il savait que lui faire face finirait en disputes violentes. Ils ont réhypothéqué la maison 2 fois avant que je finisse le lycée. Pendant ce temps, mon grand-père s'intéressait beaucoup à moi. Il avait remarqué que je restais dans son bureau pendant les réunions de famille, fasciné par les livres de comptes et les rapports de gestion étalés sur son bureau. À 13 ans, il a commencé à m'emmener à son magasin principal les samedis. « Tu as une bonne tête pour les affaires, petite », m'a-t-il dit un jour alors que je l'aidais à vérifier les inventaires. « Tu viens de repérer une erreur dans les commandes trimestrielles. Tu remarques des choses que d'autres ne voient pas. » Ces samedis sont devenus sacrés pour moi. Il m'a appris à analyser les marges de profit, à négocier avec les fournisseurs, et surtout à traiter les employés avec respect. « Ton entreprise est aussi bonne que les gens qui la font tourner quand tu n'es pas là, » disait-il. Quand est venu le moment de choisir une université, le grand-père m'a appelé pour une conversation sérieuse. « Tu as une idée en tête, Amber ?» m'a-t-il demandé. « Gestion d'entreprise », ai-je répondu sans hésiter, avec une option en comptabilité. Ses yeux se sont plissés de fierté. « Bon choix. L'éducation, c'est la seule chose qu'on ne peut pas te retirer. » Il s'est proposé de payer tous mes frais de scolarité. Mais ma mère est intervenue. Soudain, elle l'appelait tous les jours, se plaignant de son prêt immobilier, des factures médicales de Rachel, qui étaient surtout esthétiques, et des besoins spéciaux de Hasson. Elle voulait une voiture pour son 16e anniversaire. L'argent prévu pour mes études est devenu, comme par magie, un fonds familial. À la place, j'ai dû prendre des prêts étudiants et j'ai travaillé à mi-temps dans une librairie locale. Mon grand-père venait me voir là-bas, faisant semblant de chercher des livres de gestion, pendant qu'il me glissait des enveloppes de billets. « Ne le dis pas à ta mère, » murmurait-il. « C'est entre nous. » Quand sa santé a commencé à décliner, nos conversations sont devenues plus sérieuses. J'avais 27 ans quand on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Lors d'une visite à l'hôpital, après que les infirmières nous aient laissés seuls, il a serré ma main avec une force inattendue. « J'ai vu comment tu gères l'argent, Amber, » m'a-t-il dit. « Tu es la seule dans cette famille qui en comprend la vraie valeur. » J'ai appris du meilleur, ai-je répondu, en essayant de ne pas pleurer. Il a soupiré profondément. « Ta mère n'a jamais compris que l'argent n'est pas juste fait pour être dépensé. C'est de la responsabilité, de la sécurité, une opportunité. » Il m'a regardé avec intensité. J'ai pris mes dispositions. « Tu seras bien prise en charge. »« Grand-père, ne dis pas ça, tu vas t'en sortir. »« Écoute-moi, » a-t-il insisté. « Quand le moment viendra, tu subiras des pressions. Ce ne sera pas facile de rester forte. » Je lui ai promis que je respecterais toutes les décisions qu'il avait prises, même si je ne comprenais pas encore tout ce qu'il voulait dire. Pendant ces derniers mois, il m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues sur l'adolescence de ma mère.
Comme le fait qu'elle lui avait volé de l'argent dans son portefeuille, falsifié sa signature sur des chèques, et qu'une fois elle avait vidé un compte épargne qu'il avait ouvert pour ses études, juste pour s'acheter une voiture. J'ai échoué quelque part, m'a-t-il confié pendant notre dernière vraie conversation. Je lui ai peut-être trop donné, ou pas assez de ce qui compte vraiment. Il m'a serré la main. Mais toi, Amber, tu es parfaite. Une semaine plus tard, il est tombé dans le coma. 3 jours après, entouré de sa famille, Harold James Matthew a rendu son dernier souffle. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi mourait avec lui. La lecture du testament a eu lieu 2 semaines après les funérailles. Nous étions réunis dans le bureau de Maître Peterson, une pièce boisée qui sentait le cuir et les vieux livres. Ma mère est arrivée en noir, vêtue de designer, les yeux cachés derrière de grosses lunettes de soleil, même si l'intérieur était sombre. Rachel et Hasson étaient assis à ses côtés, et Siga rôdait derrière eux comme un garde du corps. Moi, j'étais seul, de l'autre côté de la table. Monsieur Peterson a toussé pour s'éclaircir la voix et a commencé à lire. Les premières minutes étaient classiques, de petits legs, des dons à des œuvres, des objets pour des cousins lointains, et une généreuse pension pour sa gouvernante. Rien de surprenant. Puis il a dit la phrase choc. Et à ma petite fille Amber Nicole Matthew, je lègue le reste de mon patrimoine, y compris mes parts d'entreprise, mes portefeuilles d'investissement, mes biens immobiliers et mes objets personnels, sauf ceux déjà attribués à d'autres dans ce document. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté figé. Ce que je venais d'entendre m'a submergé. Ma mère a arraché ses lunettes de soleil. C'est une erreur, a-t-elle sifflé. Relisez-le. Maître Peterson a remis ses lunettes. Il n'y a aucune erreur, Madame Carter. Votre père a été très clair dans ses instructions. C'est impossible, a-t-elle crié en frappant la table. Je suis sa fille unique. Maman, s'il te plaît, ai-je murmuré, mal à l'aise. Ne m'appelle pas maman, a-t-elle craché. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Tu l'as manipulé alors qu'il était malade et faible. Rachel a pris la parole, la voix tremblante, peut-être à cause de l'émotion ou d'un jeu d'actrice. Le grand-père ne nous aurait jamais fait ça. Il nous aimait tous pareils. Hasson restait silencieux, les yeux baissés. Maître Peterson a repris calmement. Monsieur Matthew était sain d'esprit quand il a modifié son testament, il y a 6 mois. Il était très clair sur ce qu'il voulait. 6 mois avant sa mort. Il était déjà malade, a crié ma mère. Ça prouve bien qu'il a été manipulé. Après ça, ce fut le chaos. Ma mère a menacé de contester le testament. Siga a parlé de loyauté familiale. Rachel a pleuré de manière théâtrale. Moi, je suis restée silencieuse, écrasée par le poids de la confiance que mon grand-père m'avait donnée. Sur le parking, ma mère m'a coincé contre ma voiture. C'est simple, Amber, m'a-t-elle dit, d'un ton calme et faux. Tu me transfères tout, et je m'assure que chacun ait sa part équitable. Je l'ai regardé dans les yeux, presque de la même couleur que les miens, mais sans aucune chaleur. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Réfléchir à quoi? A-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est l'argent de la famille. Il nous appartient à tous. Ce n'est pas ce que voulait grand-père. Son expression est devenue dure. Tu ne sais rien de ce qu'il voulait. J'ai été sa fille pendant 52 ans. Toi, tu n'étais qu'un passe-temps de sa vieillesse. Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. Je ne prendrai pas de décision maintenant. Ne sois pas égoïste, Amber. Ton frère a besoin de l'argent pour ses études. Rachel est couverte de dettes. Et Siga et moi avons du retard sur notre crédit immobilier. Encore. Je croyais que tu avais déjà remboursé ce crédit avec l'argent que grand-père t'avait donné l'an dernier. Elle a haussé les épaules. Il y a toujours des imprévus. Comme la nouvelle Mercedes devant chez elle, pensais-je, mais je ne l'ai pas dit. Les jours suivants, j'ai reçu un déluge d'appels et de messages. Rachel m'a traité de cupide dans le groupe familial. Siga a laissé des messages vocaux où il parlait de faire ce qui est juste. Des amis de ma mère, des femmes que je connaissais depuis l'enfance, m'ont écrit pour dire qu'elles étaient déçues par mon comportement. Hasson a été le seul à m'approcher autrement. Il est venu chez moi 3 jours après la lecture du testament, les mains dans les poches, l'air plus jeune que ses 18 ans. Je m'en fiche de l'argent, m'a-t-il dit doucement. Mais maman est en mode guerre. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je suis désolé que tu sois au milieu de tout ça. Il était sincère. Il a haussé les épaules. Je voulais juste te prévenir. Elle ne va pas abandonner. 1 semaine plus tard, ma mère a organisé un dîner de famille informel. Dès que je suis arrivé, elle a lancé un discours bien préparé sur l'unité familiale et la richesse qui doit rester dans la famille.
Ton grand-père a construit son entreprise pour nous tous, disait-elle tout en coupant son steak avec précision. Il n'a jamais voulu qu'une seule personne contrôle tout ça. Alors pourquoi a-t-il écrit son testament comme ça, ai-je demandé. Parce que tu l'as manipulé, a crié Rachel. Tout le monde sait que tu étais sa préférée. Tu en as profité. Ce n'est pas vrai. Ma voix était plus faible que je l'aurais voulu. Alors prouve-le, dit ma mère. Donne-moi l'argent et je le répartirai équitablement. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, intervint Siga. Les deux, ai-je répondu. Je me suis levé, laissant mon assiette intacte. J'ai promis à grand-père de respecter ses volontés. Ses volontés, c'était de prendre soin de la famille, cria ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. Et j'ai bien l'intention de le faire, ai-je répondu, mais pas de la façon que tu veux. Je suis parti, leurs cris furieux me poursuivant jusque sur le trottoir. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai pleuré pendant des heures. Pas parce que je doutais de ma décision, mais parce qu'en respectant le dernier souhait de mon grand-père, j'étais en train de perdre ma famille. Les semaines après la lecture du testament ont été parmi les plus dures de ma vie. Ce qui avait commencé comme une dispute directe est devenu quelque chose de plus sournois, une campagne organisée pour m'épuiser émotionnellement. Mon téléphone est devenu un outil de culpabilisation et de manipulation. Des tantes avec qui je ne parlais presque jamais m'appelaient pour me dire à quel point j'étais décevante. Des cousins m'envoyaient des textos pour me demander pourquoi je haïssais la famille. Même les amis de l'église de ma mère m'envoyaient des versets de la Bible sur honorer ses parents et les dangers de l'avarice. La famille prend soin de la famille est devenu le slogan de ma mère, répété chaque jour dans des messages vocaux, quand j'ai arrêté de répondre à ses appels. Rachel a choisi une autre stratégie, se servir de nos souvenirs d'enfance comme arme. Tu te souviens quand maman a vendu sa bague de fiançailles pour te payer ton appareil dentaire, m'a-t-elle écrit un matin. Oui, je m'en souvenais. Je me souvenais aussi que c'est mon grand-père qui avait donné à maman l'argent pour l'appareil, et qu'elle l'avait dépensé dans un week-end au spa, avant d'être forcée de vendre la bague. La pression venait aussi d'endroits inattendus. D'une manière ou d'une autre, ma mère avait trouvé le numéro de mon bureau et avait commencé à appeler mon travail. Ma patronne, Barbara, m'a appelé dans son bureau après le 3e jour de ses interruptions. « Amber, tout va bien chez toi ?» m'a-t-elle demandé, l'air inquiet. Je lui ai expliqué la situation le plus professionnellement possible. « Prends quelques jours si tu veux » m'a-t-elle proposé. Et informe l'accueil qu'on ne passe plus les appels de ta mère. Les réseaux sociaux sont devenus insupportables. Ma mère et Rachel postaient des statuts vagues sur les membres toxiques de la famille et le vol des personnes âgées. Des cousins lointains mettaient des émojis de soutien sans vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai fait l'erreur d'aller voir l'Instagram de ma mère un soir, et j'ai vu des photos d'elle avec une nouvelle voiture. L'art de se faire plaisir en période de deuil, disait la légende. C'était la même semaine où elle m'avait envoyé un texto pour me dire qu'elle n'avait pas de quoi payer ses factures d'électricité. Mes soupçons ont augmenté, alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai demandé à Maître Peterson les documents montrant le soutien financier que mon grand-père avait donné à ma mère au fil des années. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Dans les 5 années avant sa mort, mon grand-père avait donné à ma mère plus de 300 000 $. C'était censé être pour rembourser la maison, payer des soins médicaux et financer l'éducation des enfants. Les montants avaient explosé pendant sa dernière année de vie. Votre grand-père a été très généreux avec votre mère, m'a dit Maître Peterson avec diplomatie. Certains diraient même, trop. Ce soir-là, j'ai reçu l'appel le plus perturbant jusque-là. C'était Siga. Il parlait avec une voix un peu floue, comme s'il avait bu. Tu te crois maligne, hein, grognatait-il. Mademoiselle parfaite avec ton diplôme de commerce. Ta mère fait des crises d'angoisse à cause de toi. Je suis désolé qu'elle aille mal, ai-je dit en gardant mon calme. Non, tu n'es pas désolé. Tu as toujours été égoïste. Harold t'a pourri gâté. Ce n'est pas juste, ai-je répondu. Pas juste. C'est ta mère qui mérite cet argent. Elle avait des projets avec. Quel projet, ai-je demandé, avant de pouvoir m'en empêcher. Il a ri froidement. La maison à Naples, pour commencer. On avait déjà payé un acompte, 6 mois plus tôt, quand le médecin nous a dit qu'il ne lui restait plus longtemps. J'ai eu la nausée. Il dépensait déjà son argent avant même sa mort. On allait l'avoir de toute façon, ce fric. Jusqu'à ce que tu débarques. L'appel s'est terminé sur des menaces à peine voilées, des histoires de procès et de secrets de famille. Je suis resté seul dans mon appartement, dans le noir, en tremblant. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé de céder, juste pour que tout s'arrête. Aucun montant d'argent ne valait cette torture mentale. Isen m'a trouvé comme ça,
recroquevillé sur le canapé, dans le noir. Mon petit ami avait utilisé sa clé de secours après que j'ai raté notre dîner et ignoré ses messages. Parle-moi, m'a-t-il dit en m'attirant dans ses bras. Je lui ai tout raconté. L'héritage, les pressions, l'appel menaçant de Siga. Peut-être que je devrais leur donner ce qu'ils veulent, ai-je fini par dire, épuisé. Izen a écouté sans m'interrompre, de plus en plus inquiet. Quand j'ai fini, il m'a pris les mains. Amber, là, ce n'est plus seulement une question d'argent, m'a-t-il dit doucement. C'est de l'abus émotionnel. Et d'après ce que tu m'as dit sur ton grand-père, céder serait trahir tout ce qu'il voulait éviter. Mais c'est ma famille. Ta famille vient de te montrer exactement pourquoi Harold a fait ce choix. Il a pris une grande inspiration. Il savait que ça arriverait. Il t'a préparé à ça. Ce soir-là a tout changé. Izen m'a aidé à prendre rendez-vous avec Samantha Reed, une amie à lui, avocate spécialisée dans les conflits d'héritage. C'est juste pour que tu comprennes tes options, m'a-t-il dit. Le conseil de Samantha a été clair. Documente tout. Limite les contacts. Prépare-toi à une bataille légale. Vu ce que tu m'as raconté, m'a-t-elle dit pendant la consultation, ta mère pourrait aller plus loin que des appels culpabilisants. L'héritage est assez gros pour qu'elle tente quelque chose de sérieux. Quel genre de chose? Elle pourrait dire que tu as influencé ton grand-père. Ou qu'il n'était pas sain d'esprit quand il a changé son testament. Mais il allait très bien, ai-je protesté. Je te crois. Et les dossiers médicaux le prouveront sûrement. Mais il faut être prête. Alors, comme Samantha me l'a conseillé, j'ai commencé à enregistrer mes appels téléphoniques. C'est légal dans notre État avec le consentement d'une seule personne, et à sauvegarder tous les messages émis. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon appartement après avoir vu la voiture de ma mère garée dehors, une nuit. Le stress émotionnel était énorme. Mais le soutien d'Izen m'a aidé à tenir. Ton grand-père voyait quelque chose en toi, m'a-t-il dit un jour où j'étais vraiment au fond. La force de faire face à tout ça. Fais-lui confiance. Ces mots me sont restés en tête quand, 3 semaines après la lecture du testament, j'ai reçu un message de ma mère qui allait tout changer. Réunion de famille demain à 15 heures. Il est temps de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Sois là. Le message était affiché sur l'écran de mon téléphone comme une bombe prête à exploser. Réunion de famille demain à 15 heures. Il est temps de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Sois là. Aucune formule de politesse. Pas de point d'interrogation. Juste un ordre. Typique de Patricia. J'ai montré le message à Izen pendant le dîner ce soir-là. Elle prépare quelque chose, ai-je dit, en poussant mes pattes dans l'assiette. Ce n'est pas juste une réunion de famille de plus. Izen a pris mon téléphone et a relu le message. Tu vas y aller. Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'ignorer. Mais une autre partie me dit qu'il faut que je l'affronte, sinon ça ne finira jamais. Qu'est-ce qu'en pense Samantha? Je lui avais transféré le message dès que je l'avais reçu. Elle était inquiète. Elle m'a dit que ça ressemblait fortement à un piège. Izen a posé sa main sur la mienne, doucement. Alors n'y va pas seul. Je viens avec toi. Non, ai-je répondu fermement, surprise moi-même par ma décision. Si je viens avec mon copain, ils diront que je me cache derrière toi. Je dois affronter ça seul. Alors au moins, et Samantha en alerte. C'était un bon conseil. Cette nuit-là, j'ai appelé Samantha pour la mettre au courant. Ce moment n'est pas une coïncidence, m'a-t-elle dit. Le délai légal de 30 jours pour contester le testament expire la semaine prochaine. Je n'y avais même pas pensé. Tu crois qu'ils vont lancer une action en justice de dernière minute? Peut-être. Ou ils veulent te forcer à signer un accord volontaire avant que le délai soit passé. Sa voix est devenue plus sérieuse. Amber, est-ce que tu as une preuve écrite des intentions de ton grand-père, en dehors du testament? Des lettres? Des enregistrements? Des témoins de conversation où il parlait de ses plans pour l'héritage? J'y ai réfléchi. Pas sur l'héritage précisément. Mais, George Armand était le meilleur ami de mon grand-père depuis plus de 40 ans. Ils jouaient au golf ensemble tous les jeudis, qu'il pleuve ou qu'il vente, jusqu'à ce que la santé du grand-père ne le permette plus. Je ne lui avais pas parlé depuis l'enterrement. Je vais l'appeler, ai-je décidé. Peut-être qu'il sait quelque chose. George a accepté de me rencontrer le lendemain matin pour un café. Même à son âge, il avait encore une posture droite et un regard vif, un vrai ancien marine. Quand je suis arrivé à la cafétéria, il m'a pris dans ses bras comme un ours. « Tu as les mêmes yeux que lui », m'a-t-il dit d'une voix rauque, une émotion visible sur son visage marqué. « Harold serait fier de la façon dont tu gères tout ça. »
Tu sais ce qui se passe, ai-je demandé. Tous ceux qui connaissaient Harold savent, a-t-il répondu. Il a passé des années à s'inquiéter de ce qui arriverait après sa mort. Qu'est-ce que tu veux dire? George a tourné lentement son café noir avec sa cuillère. Ton grand-père a bâti sa fortune avec du travail et des décisions intelligentes. Voir Patricia gaspiller tout ce qu'il lui donnait, ça lui brisait le cœur. Il t'a dit qu'il allait tout me léguer. Pas exactement, dit George, mais il m'a posé une question un jour, comme une hypothèse. Si je devais choisir entre donner mon argent à quelqu'un qui le gaspillerait ou à quelqu'un qui en ferait bon usage, que ferais-tu? George a souri tristement. On savait tous les deux de qui il parlait. J'ai avalé ma salive. Maman pense que je l'ai manipulé. Ton grand-père n'était pas le genre d'homme qu'on manipule, répondit George sans hésiter. Il était têtu comme une mule et 2 fois plus malin. Si Harold t'a laissé son patrimoine, c'est parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Tu sais s'il a laissé un mot ou une lettre pour expliquer sa décision. Le visage de George a changé légèrement. En fait, oui. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti une enveloppe. Il m'a donné ça 3 mois avant sa mort. Il m'a dit que si jamais il y avait des doutes sur ses intentions, je devais te la donner. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, écrite avec l'écriture soignée de mon grand-père, datée juste après son diagnostic. Il y expliquait pourquoi il m'avait choisi. Il parlait de l'irresponsabilité financière de ma mère et de la confiance qu'il avait en moi. Le dernier paragraphe m'a fait pleurer. Amber, si tu lis cette lettre, c'est que mes craintes à propos de la réaction de Patricia étaient fondées. Reste forte. Cette décision n'a pas été prise à la légère, ni à la va-vite. Elle vient de longues années à vous observer, elle et toi, faire des choix avec l'argent. Mon héritage ne concerne pas que de l'argent. Il parle de valeurs. Tu es la seule à vraiment les incarner. Je vous aime tous, mais tu es la seule à qui je fais confiance. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai remise dans l'enveloppe. Merci d'avoir gardé ça, ai-je dit. Ce n'est pas tout, a ajouté George. Harold a tenu un journal pendant ces dernières années. Il a noté chaque préfet à Patricia, chaque discussion sur l'argent. Il est dans son coffre-fort, à la maison. Je n'ai pas encore fouillé ses affaires personnelles, ai-je admis. C'est encore trop dur. Peut-être que c'est le moment, a-t-il dit doucement. Surtout avant cette fameuse réunion. Il a posé sa main sur la mienne. Et Amber, n'y va pas seul demain. Après avoir dit au revoir à George, j'ai rappelé Samantha. Cette fois, on a préparé un vrai plan. Je serai dans ma voiture, garée dans la rue, juste devant la maison, a-t-elle dit. Si quelque chose tourne mal, envoie-moi juste le mot maintenant et j'entre. Et s'il me force à signer quelque chose? Ne signe rien, a-t-elle dit clairement. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils menacent ou ce qu'ils promettent. Chaque document mérite d'être lu avec un avocat. Ce soir-là, je suis allé chez mon grand-père, maintenant ma maison, même si je ne m'y étais pas encore installé. C'était étrange d'utiliser ma clé, de marcher dans ces pièces pleines de souvenirs. Dans son bureau, j'ai trouvé le coffre-fort, derrière le tableau de son premier magasin. Exactement là où il l'avait toujours caché. Le code était ma date de naissance. Quelque chose que lui seul connaissait. Dedans, entre des assurances et des actes de propriété, il y avait un journal en cuir. Comme George me l'avait dit, il contenait des notes précises sur les demandes d'argent de ma mère, et ses réponses, de plus en plus réticentes. La dernière note datait de quelques semaines avant sa mort. J'ai donné 1500 à Patricia aujourd'hui, pour ce qu'elle prétend être des frais d'inscription à l'université pour Asson. Montant ridicule, mais je suis trop fatigué pour me battre. Ce sera la dernière fois. Tout est finalisé avec Peterson. Amber fera face à des défis, mais elle a ce que Patricia n'a jamais développé, la force de caractère. J'espère avoir fait le bon choix pour eux tous. J'ai pris en photo les pages du journal et je les ai envoyées à Samantha. Elle a répondu presque immédiatement. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Apporte le journal demain. Mais ne le montre qu'en cas d'extrême nécessité. Cette nuit-là, en me préparant pour la réunion, j'ai senti une sorte de calme m'envahir. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, je ne doutais plus ni du choix de mon grand-père, ni de ma légitimité. J'étais juste décidé à affronter ce que le lendemain m'apporterait. Isen m'a observé alors que je rangeais les documents dans mon porte-documents. Le testament, la lettre de George, le journal. « Tu es différente ce soir », a-t-il remarqué. « J'en ai fini avec la culpabilité », ai-je répondu. Grand-père a fait son choix pour une raison. Il est temps que j'assume cette responsabilité. Il m'a embrassé sur le front. « Appelle-moi quand ce sera fini. »
Je penserai à toi. Je sais. J'ai esquissé un petit sourire. Souhaite-moi bonne chance. Tu n'as pas besoin de chance, m'a-t-il répondu avec conviction. Tu as mieux. Tu as raison. Pendant que je préparais ma tenue pour le lendemain, mon téléphone a vibré. Un dernier message de ma mère. Apporte ta pièce d'identité et tes coordonnées bancaires. On en aura besoin pour les papiers. Le piège était prêt. Mais cette fois, ce ne serait pas moi qui tomberais dedans. Le lendemain matin, il faisait un temps radieux, presque ironiquement joyeux pour ce que je savais être une confrontation difficile. Je me suis habillé avec soin, un blazer bleu marine sur une blouse blanche simple. Professionnel. Calme. Je voulais incarner l'esprit d'affaires de mon grand-père, pas la cible émotionnelle que ma famille espérait voir. Samantha m'a appelé pendant que je terminais de me préparer. Souviens-toi, reste calme, quoi qu'ils disent. Une réaction émotionnelle pourrait être utilisée contre toi. Je suis prête, lui ai-je assuré, même si j'avais un nœud à l'estomac. Je serai garé juste dans la rue. Envoie-moi un message si tu as besoin de moi. La maison de ma mère, celle dans laquelle j'avais grandi, semblait étrangement normale quand je suis arrivé à 15 heures pile. Les rideaux étaient tirés, ce qui était inhabituel pour l'après-midi. J'ai pris une grande inspiration, attrapé mon porte-documents et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu besoin de sonner. La porte s'est ouverte brusquement. Ma mère était là, affichant son sourire d'hôtesse parfaite, celui qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Amber, toujours ponctuelle. Sa voix était douce comme du miel, ce qui était un mauvais signe. Elle portait une robe de designer que je ne lui avais jamais vue, ses cheveux fraîchement colorés et coiffés. Tout le monde t'attend dans le salon. À l'intérieur, l'ambiance était lourde. Rachel et Hasson étaient assis très raides sur le canapé, sans me regarder. Siga se tenait près de la cheminée, les bras croisés, me lançant un regard franchement hostile. Mais ce qui m'a vraiment confirmé dans mes soupçons, c'étaient ces deux hommes d'âge moyen, en costume, assis dans les fauteuils qu'on réservait d'habitude à la famille. Amber, dit ma mère en faisant un grand geste. Je te présente Monsieur Wilson et Monsieur Daniels. Ils sont là pour nous aider à résoudre cette situation malheureuse. J'ai hoché la tête poliment, mais je ne leur ai pas tendu la main. On ne m'avait pas dit qu'il y aurait des avocats. Ce ne sont pas des avocats, exactement, a corrigé ma mère avec un sourire doux. Ce sont plutôt des conseillers, pour nous aider avec les papiers. Assieds-toi, s'il te plaît. Il ne restait qu'une seule chaise, une chaise droite, placée face à tout le monde. Une configuration d'interrogatoire, si tu veux mon avis. Je me suis assise sans rien dire, posant mon porte-documents sur mes genoux. Tu veux du café ? Demanda ma mère, toujours dans son rôle de parfaite hôtesse. Un jeu que je connaissais trop bien depuis mon enfance, où les apparences comptaient plus que les sentiments. Non merci, ai-je répondu. Je préférerais savoir pourquoi on m'a convoqué ici. Monsieur Wilson s'est éclairci la gorge et s'est penché en avant avec une expression de fausse bienveillance. Amber, ta famille est très inquiète pour toi. Gérer un patrimoine aussi important, c'est lourd. C'est complexe et stressant, surtout à ton âge. Je comprends vos inquiétudes, ai-je dit d'une voix calme. Mais je travaille dans la gestion financière depuis 7 ans. Je suis parfaitement capable. Bien sûr que tu le es, ma chérie, a interrompu ma mère avec un sourire condescendant. Mais il s'agit de l'unité de la famille. Ton grand-père aurait voulu que nous en profitions tous. Si c'était vraiment ce qu'il voulait, il aurait rédigé son testament autrement. Rachel a pris la parole avec sa voix tremblante, celle qu'elle utilisait dans les pièces de théâtre au lycée. Amber, tu sais bien que grand-père n'était plus lui-même à la fin. La douleur, les médicaments. Il ne pensait plus clairement. Il était lucide jusqu'à sa dernière semaine, ai-je répondu. Et le testament a été mis à jour 6 mois avant ça. Monsieur Daniels, le second conseiller, a ouvert une mallette en cuir. Nous avons préparé une solution simple, dit-il. Elle respecte les souhaits de ton grand-père tout en maintenant l'harmonie familiale. Ma mère lui a souri, très satisfaite. Ils ont été d'une aide précieuse, Amber. Comme ça, tout le monde est gagnant. Et en quoi consiste cette solution, exactement, ai-je demandé, même si je savais déjà. Une redistribution volontaire, expliqua Monsieur Wilson, en sortant des documents de sa mallette. Tu transférerais les parts de l'entreprise et les comptes d'investissement à ta mère, la plus expérimentée d'entre nous. Et tu garderais une part généreuse pour toi, disons 20%. J'ai failli rire. Et les biens immobiliers. Ces propriétés seraient vendues, et l'argent serait partagé entre tous les membres de la famille, continua Monsieur Daniels avec calme. Ton frère a ses frais d'université. Et ta sœur a des besoins médicaux.
J'ai regardé Hasson, qui se tortillait sur place. Quels besoins médicaux, exactement, Rachel? C'est privé, a craché ma mère, son masque commençant à se fissurer. Siga s'est avancé. Écoute Amber, on peut faire ça de façon gentille ou de façon dure. Ces messieurs ont aussi préparé des documents pour contester le testament si besoin. Et sur quelle base? J'ai gardé la voix posée. Influence excessive, déclara M. Wilson. Ton grand-père était vieux et malade. Tu as passé beaucoup de temps seul avec lui. Un juge pourrait trouver ça suspect. L'accusation m'a fait mal, exactement comme il l'avait prévu. Ma mère a sauté sur l'occasion. Personne ne veut d'un procès sale, Amber. Imagine ce que ça ferait à la réputation de ton grand-père, si sa santé mentale était remise en question devant tout le monde. J'ai senti une vague de doute m'envahir. Est-ce que grand-père aurait voulu que ses affaires soient étalées au tribunal? Cette hésitation a dû se voir sur mon visage, parce que ma mère a affiché un sourire triomphant. On te demande juste de faire ce qui est juste, a-t-elle poursuivi, hochant la tête vers M. Wilson. Il a glissé un gros document sur la table basse vers moi. Tu signes ça aujourd'hui, et on pourra tourner la page. On restera une famille. Hasson a finalement parlé, d'une voix faible. S'il te plaît, Amber. Maman dit qu'on va perdre la maison si on règle pas ça vite. La manipulation était tellement évidente que ça m'a redonné ma force. Je peux voir les documents. Monsieur Daniels me les a tendus avec un petit sourire satisfait. Prends ton temps. C'est un transfert d'actifs, tout ce qu'il y a de plus classique. Tout est bien expliqué. J'ai pris les papiers et commencé à les feuilleter, sans montrer mes émotions. Comme je le soupçonnais, ce n'était pas du tout un document standard. C'était une cession totale de tout ce que mon grand-père avait construit, en échange de promesses vagues. La pièce est devenue silencieuse à mesure que je continuais à lire, la tension montant à chaque page. Ma mère jouait avec son nouveau bracelet, encore une dépense récente, ai-je noté, pendant que Rachel murmurait quelque chose à Siga. Enfin, j'ai refermé le document et levé les yeux. 5 paires d'yeux me fixaient. Alors, a dit ma mère, impatiente. Tu veux un stylo? J'ai souri. Pas le sourire gentil qu'ils avaient l'habitude de voir. Non, le sourire que mon grand-père faisait quand il signait un contrat très avantageux. Avant de décider quoi que ce soit, ai-je dit calmement, j'aimerais comprendre quelque chose. Maman, quand est-ce que tu as donné la compte pour la maison à Naples? Son visage a blêmi. De quoi tu parles? Siga l'a mentionné pendant notre dernier appel. Il a dit que tu avais versé un acompte il y a 6 mois, quand le médecin du grand-père vous a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps. Rachel a lancé un regard noir à Craig. Il s'est éclairci la gorge. J'ai jamais dit ça. J'ai enregistré l'appel, ai-je répondu simplement. Comme j'ai enregistré toutes les menaces, les tentatives de manipulation et les mensonges sur vos soi-disant difficultés financières, pendant que vous achetiez des objets de luxe. Monsieur Wilson a rajusté sa cravate, nerveusement. Mademoiselle Matthew, les disputes de famille peuvent devenir très émotionnelles. Revenons au document. Oui, revenons ai-je dit en ouvrant mon porte-document. Parce que j'ai aussi mes propres documents. À ce moment-là, ma mère s'est levée brutalement. C'est du délire. Tu essaies de voler ce qui me revient de droit. Et toi, tu n'as pas volé le grand-père? Ai-je demandé à voix basse, tout en sortant les documents. Jamais. Le 15 janvier de l'année dernière, tu lui as dit que tu avais besoin de 30 000 $ pour des soins médicaux de Hasson. Hasson n'était pas malade. L'argent est parti pour une croisière et l'abonnement au club de golf de Siga. J'ai sorti l'entrée du journal de mon grand-père qui parlait de ça, ainsi qu'une photo prise sur Instagram montrant ma mère en croisière à la même période, avec en légende. Le meilleur cadeau d'anniversaire. Monsieur Wilson et Monsieur Daniels se sont regardés, mal à l'aise. Le 8 mai, tu as dit que Rachel avait besoin d'une chirurgie dentaire urgente. Mais ce week-end-là, Rachel était à Cancun. Elle-même avait posté les photos. Rachel a eu la décence d'avoir l'air gênée. J'ai continué à sortir les documents, un par un, avec calme. Chaque preuve exposait des années de mensonges et de manipulations financières. Le grand-père notait tout, maman. Chaque mensonge. Chaque prêt détourné. Chaque promesse de remboursement jamais tenue. Le visage de ma mère passait de la surprise à la rage. Comment tu oses? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Comme utiliser l'argent que le grand-père t'avait donné pour mes études pour partir dans un spa. Ça aussi, c'est noté ici. Les 2 conseillers étaient désormais très mal à l'aise. Monsieur Wilson s'est penché vers ma mère et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle l'a repoussé d'un geste sec. Petite ingrate.
Je pense que cette réunion est terminée, ai-je dit calmement. Je me suis levé en rassemblant mes papiers. Sauf si vous voulez que j'appelle vraiment mon avocate, qui attend dehors. Elle serait très intéressée par ces messieurs qui se font passer pour des conseillers légaux, en me forçant à signer sous de faux prétextes. Monsieur Daniels a refermé sa mallette en vitesse. Madame Carter, vous n'avez pas parlé de procès en cours. Pas encore, ai-je précisé. Mais la menace planait clairement dans l'air. Le plan parfaitement orchestré de ma mère s'effondrait. La rage dans ses yeux était plus intense que tout ce que j'avais vu auparavant. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Si, ça l'est, ai-je répondu doucement. J'ai ramassé leurs documents et les ai remis sur la table. Je ne signerai pas ça. Ni aucune autre version. Grand-père a été clair sur ses souhaits, et je compte bien les respecter. C'était mon père, a-t-elle hurlé. Tout ce qu'il a construit, c'était censé être pour moi. Exactement, ai-je murmuré. C'est bien pour ça que ce n'est pas à toi. Quand je me suis retourné pour partir, Asson s'est levé brusquement. Attends, Amber. Tout le monde s'est figé. Asson avait été silencieux pendant toute la réunion, tiraillé entre sa loyauté envers notre mère et ce qu'il savait être juste. Je suis désolé, dit-il, plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Je ne savais rien de tout ça. Les mensonges, la manipulation. Je croyais juste. Il a regardé notre mère, avec une expression douloureuse. Je croyais qu'Amber était égoïste. Mais ce n'est pas vrai du tout, n'est-ce pas, maman? Le visage de Patricia est devenu dur. Assieds-toi, Jason. Non. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme. Je ne veux pas faire partie de ça. Et à la surprise générale, il a traversé la pièce pour se mettre à côté de moi. Je pars avec Amber. Siga s'est avancé, l'air menaçant. Petit ingrat. Je te conseille de faire attention à ce que tu vas dire maintenant, ai-je dit en levant mon téléphone. Cette conversation est enregistrée en ce moment même. Ça l'a arrêté net. Les deux faux conseillers glissaient déjà vers la sortie, sentant que tout s'écroulait. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Et au fond de ma colère, j'ai ressenti de la pitié. Au revoir, maman. Avec Jason à mes côtés, j'ai quitté la maison où j'avais grandi, laissant derrière moi le piège tendu. Un piège qui avait fini par se refermer sur ses créateurs. Quand nous avons passé le seuil, la porte s'est refermée derrière nous avec fracas. La lumière du Porsche a tremblé sous le choc. Je sursautai, mais je n'ai pas ralenti. Je suis allé droit vers la voiture de Samantha, qui sortait déjà, alertée par mon message préprogrammé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, regardant Jason avec méfiance. « C'est mon frère », ai-je expliqué. « Il vient avec nous. » Jason nous regardait, perdu. « Et vous êtes qui ?» Samantha Reed, avocate d'Amber, dit-elle en lui serrant la main. « J'imagine que la réunion ne s'est pas passée comme votre mère l'espérait. » Je me suis mis à rire, un rire nerveux, venu de je ne sais où. On peut dire ça, oui. On n'eut pas le temps de dire plus. La porte d'entrée s'est rouverte violemment. Ma mère était là, le visage déformé par la rage. « Jason, reviens ici tout de suite. » Jason s'est figé, mais ne s'est pas retourné. « Je ne peux pas, maman. Pas après ce que je viens d'entendre. »« Elle te manipule, » cria-t-elle. « Tout ce qu'Amber a dit est faux. » Samantha a fait un pas en avant. « Madame Carter, je vous conseille de rentrer immédiatement. Tout harcèlement supplémentaire sera documenté et pourrait avoir des conséquences légales. »« Et vous, vous êtes qui, au juste ?» hurla ma mère. « Je suis la vraie avocate de Mademoiselle Mathieu, » répondit Samantha avec calme. « Contrairement à vos conseillers, moi, j'ai une licence d'avocat. » Ça a fait hésiter ma mère, même si ses yeux restaient pleins de haine. Derrière elle, on pouvait voir M. Wilson et M. Daniels se précipiter vers leur voiture, mallette sous le bras comme des rats quittant un navire en train de couler. « Ce n'est pas fini, » murmura ma mère d'une voix glaciale. « Si, c'est fini, » répondit Samantha fermement. Toute tentative de contester le testament maintenant serait vue comme abusive. Et avec les preuves qu'Amber a rassemblées, vous risquez des frais judiciaires lourds et des sanctions. Ma mère a tourné son regard vers Asson. Et toi, ne pense même pas à revenir si tu pars avec elle. Asson a tremblé visiblement, mais il a tenu bon. Très bien. Sans un mot de plus, ma mère est rentrée, claquant la porte une fois de plus. Nous sommes restés là tous les trois, en silence, quelques secondes. Puis Samantha a dit « On s'en va. On discutera ailleurs. » 20 minutes plus tard, nous étions assis dans un coin calme d'un café, à plusieurs kilomètres de là. Asson fixait sa tasse de café,
sans y toucher, choqué. Je n'arrive pas à croire qu'elle vient de me renier, juste comme ça, dit-il enfin. Elle fanfaronne, ai-je répondu, même si je n'en étais pas totalement convaincu. Elle se calmera avec le temps. Tu n'en sais rien, répondit-il en levant enfin les yeux. Tu n'as pas vu comment elle était après la lecture du testament. C'était comme si elle était obsédée. Elle ne parlait que de récupérer son argent. Samantha, qui prenait des notes sur sa tablette, parla doucement. Jason, est-ce que ta mère a parlé de plans précis pour l'héritage? Je veux dire, plus que de simples phrases vagues sur partager? Il hésita, tiraillé entre sa loyauté et ce qu'il venait d'apprendre. Oui. Elle avait une liste complète. La maison à Naples, c'était juste le début. Elle voulait s'acheter une place dans un club de golf très fermé, un bateau, refaire toute la maison. Et payer mon inscription à l'université. Je l'ai encouragée doucement. Et est-ce qu'elle a parlé de moi? Il a baissé les yeux vers son café. Une fois, j'ai demandé, parce que je trouvais bizarre que tu sois jamais mentionné. Elle m'a dit que t'étais assez maligne pour avoir des bourses d'études. Et que tu finirais bien par essayer de prendre l'entreprise du grand-père, alors que t'avais pas besoin d'aide. Ces paroles m'ont blessé. Mais je n'étais pas surprise. Et tes études, alors? Elle arrêtait pas de me dire de pas m'inquiéter. Que quand elle aurait le contrôle de l'argent, tout irait bien. Un rire amer lui échappa. Je l'ai cru. Mon Dieu, j'ai été si bête. Tu n'as pas été bête, l'ai-je rassuré. Tu as juste fait confiance à ta mère. C'est normal. Samantha s'éclaircit la gorge. Je veux pas interrompre, mais il faut qu'on parle de la suite. La crise immédiate est évitée, mais il faut se préparer à ce qui pourrait suivre. J'ai hoché la tête, reprenant le calme que mon grand-père m'avait appris. Tu recommandes quoi? Premièrement, on va déposer la lettre de Georges et le journal en pièces complémentaires au tribunal des successions. Ça renforce ta position en cas de contestation. Elle tapa une note sur sa tablette. Deuxièmement, on envisage une mesure d'éloignement si le harcèlement continue. Une mesure d'éloignement, contre ma propre mère. L'idée me semblait surréaliste. Seulement si c'est nécessaire, précisa-t-elle. Mais les menaces enregistrées doivent être prises au sérieux. Hasson releva la tête brusquement. Quelle menace? Je ne lui avais pas encore parlé des appels de nuit de Siga, ni de la fois où j'avais trouvé la voiture de ma mère garée devant chez moi. Une partie de moi voulait le protéger. Ça a été intense, ai-je admis. Mais j'espère que la confrontation d'aujourd'hui marquera la fin. Samantha avait l'air sceptique, mais elle ne fit pas de commentaire. Dans tous les cas, change tes serrures et tes codes. Et Jason, elle se tourna vers lui. Il te faut un endroit sûr pour loger maintenant. Il sembla enfin réaliser la situation. Je peux pas rentrer chez moi, j'ai nulle part où aller. Si, ai-je dit sans hésiter. Tu viens vivre chez moi. Son soulagement se vit instantanément. Tu es sûr? Absolument. Tu restes mon petit frère. J'ai un canapé-lit avec ton nom dessus. Samantha sourit pour la première fois depuis longtemps. Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, Amber, il faut parler de l'héritage de ton grand-père. Tu as réfléchi à ce que tu veux en faire. Sa question m'a surprise. J'avais été tellement concentré sur le défendre, que je n'avais pas encore pensé à quoi en faire, vraiment. Grand-père voulait que je fasse vivre son héritage, ai-je dit lentement. Pas juste le préserver, mais le développer. Les quincailleries sont encore rentables, dit Samantha. Mais elles font face à la concurrence des grandes chaînes. Tu pourrais envisager de diversifier. Hasson se pencha, tout à coup intéressé. Grand-père parlait souvent de matériaux de construction écologique. Il disait que c'était l'avenir. Mais il avait plus l'énergie pour changer le modèle. Je l'ai regardé, surprise. Tu faisais attention à ces discussions. Il haussa les épaules, un peu gêné. Je comprenais pas tout, mais j'aimais l'écouter s'enthousiasmer. Quelque chose s'est éclairé en moi. Hasson, qu'est-ce que tu veux étudier à la fac? Gestion d'entreprise, dit-il. Avec une spécialisation dans l'économie durable. Pourquoi? J'ai échangé un regard avec Samantha. Elle a lu dans mes pensées et m'a fait un léger signe d'approbation. Parce que, ai-je dit en regardant mon frère, je crois que grand-père aurait voulu que son héritage inclue nous deux. Les yeux de Hasson se sont écarquillés. Tu veux dire quoi? Je veux dire que même si je ne vais pas céder l'héritage à maman, je veux quand même le partager, mais d'une manière qui respecte les valeurs de grand-père. J'ai tendu la main au-dessus de la table et pris la sienne.
Ça te dirait un stage chez Quincaillerie Mactus pendant tes études? Tu apprendrais l'entreprise de l'intérieur, comme grand-père me l'a appris. Tu es sérieuse. Un éclair d'espoir a traversé son visage. Complètement sérieuse. Et si tu fais tes preuves, et je sais que tu le feras, il y aura peut-être une place pour toi dans l'entreprise après ta remise de diplôme. Et Rachel? Et maman? Demanda-t-il, même si je voyais dans ses yeux qu'il croyait déjà en ce projet. J'ai soupiré. Rachel a fait ses choix. Et maman, je ne vais pas lui permettre de continuer à gaspiller l'argent comme elle a toujours fait. Mais je ne vais pas non plus l'abandonner. On peut créer une fiducie modeste, avec des conditions strictes. Samantha a hoché la tête avec approbation. Une fiducie bien structurée éviterait tout abus, tout en lui offrant une certaine sécurité. On peut aussi y inclure une clause pour des frais d'éducation, pour Asson, et même pour Rachel si elle change d'avis. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, j'ai senti une clarté en moi. Ce n'était plus seulement une question de défendre les volontés de mon grand-père. C'était aussi de faire vivre ses valeurs, de manière à peut-être soigner notre famille, même si ça prenait des années. Et maintenant, on fait quoi? Demanda Asson. Maintenant, ai-je dit avec une confiance nouvelle. On construit quelque chose dont grand-père serait fier. Le reste de la journée a été un tourbillon d'organisation pratique. Samantha a aidé Asson à faire une liste des affaires qu'il voulait récupérer chez notre mère, avec escorte policière au cas où. J'ai appelé Isen, qui s'est tout de suite proposé pour l'aider à s'installer dans mon appartement. Le soir, assis dans mon salon avec Asson et Isen, j'ai ressenti une paix inattendue. La pire confrontation était derrière nous. Le chemin devant nous serait difficile, mais au moins, il était clair. Tu sais quoi? Dit soudain Asson. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ouverture du magasin de grand-père. Il y a 47 ans. J'ai regardé le calendrier, surprise de ne pas y avoir pensé. Tu as raison. Tu crois qu'il a fait exprès? Demanda Asson. Tout ce qu'il a mis en place, pour que ça arrive aujourd'hui. Isen a souri. D'après ce que tu m'as raconté de lui, ça ressemble tout à fait à son style. J'ai souri à mon tour, pensant à ce grand-père méticuleux, à sa conviction que le bon moment est aussi important que la bonne action. Peut-être que oui. Peut-être que c'était sa dernière leçon. Plus tard cette nuit-là, après que Asson se soit installé sur le canapé-lit et qu'Isen soit rentré chez lui, je me suis assise seule dans ma chambre. J'ai relu encore une fois le journal de mon grand-père. Et j'ai remarqué, sur la dernière page, quelque chose que j'avais manqué avant. Une petite note écrite dans la marge, avec son écriture. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu en fais. Fais en sorte que ça compte, Amber. J'ai caressé les mots du bout des doigts, comme s'il était là, assis à côté de moi. Je le ferai, grand-père, ai-je chuchoté. Je te le promets. Les semaines qui ont suivi cette confrontation ont marqué le début d'un nouveau chapitre. Rempli de défis, mais aussi de bénédictions inattendues. Les conséquences immédiates ont été, comme je m'y attendais, difficiles. Ma mère a lancé une campagne de messages textes. Des insultes pleines de colère, puis des supplications en pleurs. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux réseaux sociaux, postant des messages à peine voilés sur les enfants ingrats et la trahison familiale. Je suis restée silencieuse. En public, je n'ai rien répondu, même si chaque mot me blessait. Elle veut une réaction, me disait Isen en me prenant dans ses bras quand je craquais. Ne lui donne pas cette satisfaction. L'entreprise, elle, avait besoin d'attention immédiate. Sans la main ferme de grand-père, certains gérants étaient devenus négligents. Les ventes baissaient. J'ai pris un congé de mon travail en marketing pour me consacrer entièrement à la société. Je suis allé visiter chaque magasin, comprendre les problèmes spécifiques et parler avec les employés. Asson m'accompagnait dès qu'il n'avait pas cours. Il absorbait tout avec une curiosité qui me rappelait moi-même à son âge. Je le voyais interagir avec les employés, poser des questions intelligentes sur la gestion des stocks ou la fidélité des clients. Et dans ces moments-là, je retrouvais notre grand-père dans son regard. Même logique, même respect des gens. Tu es fait pour ça, lui ai-je dit un jour après une réunion avec les fournisseurs. Il a rougi, baissant la tête. Je me souviens juste de ce que disait papy. Ça m'aide à savoir quoi demander. Et c'est ça qui fait que tu es bon. 3 semaines après la confrontation, Rachel m'a appelé. C'était inattendu. Elle voulait qu'on se voie dans un café à mi-chemin entre chez elle et chez moi, terrain neutre. Je suis arrivé la première et j'ai pris une table dans un coin, dos au mur, encore méfiante. Quand elle est entrée, elle avait l'air plus petite, comme si l'absence de notre mère lui avait fait perdre de sa prestance. Elle portait encore des vêtements de marque, du maquillage impeccable,
mais son attitude avait changé. Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant. Je suis surprise que tu m'aies appelé. Elle triturait sa serviette, évitant mon regard. Maman ne sait pas que je suis ici. Elle serait furieuse. Comment elle va? Ai-je demandé, malgré tout inquiète. Fâchée. Aigrie. Elle boit plus que d'habitude. Rachel a enfin levé les yeux. Elle va vendre la maison. Elle dit qu'elle n'arrive plus à payer. Je m'attendais à me sentir soulagé. Mais ce que j'ai ressenti, c'était une tristesse complexe. Et elle ira où? La sœur de Siga a un logement à louer. C'est plus petit, mais pas mal. Et la chambre de Hasson est encore intacte. Elle ne le dira pas, mais je crois qu'elle espère qu'il revienne. Elle l'a contacté. Rachel secoua la tête. Elle est trop fière. Pas encore, en tout cas. Elle inspira profondément. Je te dois des excuses, Amber. J'ai dit des choses horribles. Je croyais vraiment maman quand elle disait que tu avais manipulé papy. Tu voulais la protéger. Je comprends. Et je sais que tu étais jalouse aussi. Elle baissa la voix. Ce n'était pas juste de ta part de toujours être la préférée. Et je t'en voulais. Mais ces dernières semaines, en voyant maman s'enfoncer, j'ai compris pourquoi grand-père a pris sa décision. Et maintenant je l'accepte. Son aveu m'a laissé sans voix. Je te demande pas d'argent, ajouta-t-elle vite. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Tu me manques. Et Hasson aussi. Maman veut couper les ponts avec vous, mais moi, je peux pas. J'ai tendu la main sur la table. Elle l'a regardée un moment, puis l'a prise. La famille, c'est compliqué, ai-je dit. Mais ça ne doit pas être tout ou rien. Ce jour-là a marqué un début de réconciliation entre Rachel et moi. On a convenu de garder le contact en secret, pour la protéger de la colère de maman. Mais en gardant la porte ouverte pour une guérison future. C'était un petit pas. Mais un pas essentiel. Entre-temps, la partie légale de l'héritage se stabilisait enfin. Samantha m'a aidé à créer 3 fiducies distinctes. Un fonds d'études pour Hasson. Une allocation mensuelle modeste pour ma mère. Même si elle restait hostile, je n'ai pas pu me résoudre à la couper complètement. Et une fondation au nom de mon grand-père, dédiée à la formation en entreprise pour les jeunes défavorisés. La fondation, en particulier, l'aurait rendu fier. Pendant sa vie, il avait toujours aidé les jeunes travailleurs motivés mais sans ressources. Il leur donnait des emplois, des conseils, parfois même de l'argent. Transformer ce soutien en programme structuré me semblait être le plus bel hommage. 6 mois après sa mort, j'ai enfin emménagé dans sa maison. Notre maison, maintenant. C'était un choix logique. Mon appartement était trop petit pour nous deux. Et garder 2 logements n'avait plus de sens. Mais les premières nuits, dans sa chambre, entourée d'objets lui appartenant, c'était chargé d'émotions. J'ai gardé la maison presque intacte. Mais j'ai transformé son bureau en un espace de travail partagé pour Hasson et moi. On a accroché son portrait au-dessus de la cheminée. Ses yeux bienveillants semblaient approuver. L'entreprise a commencé à prospérer sous notre direction commune. Les recherches de Hasson sur les matériaux écolos ont ouvert de nouveaux marchés. Mon expérience en marketing a repositionné Quincaillerie Mactus comme une alternative plus humaine face aux grandes chaînes. On a même ouvert un showroom spécialisé dans la construction durable, qui a attiré une clientèle plus jeune et soucieuse de l'environnement. 1 an après la confrontation, j'ai reçu un email inattendu de ma mère. Objet, trêve. Le message était court. Amber, j'ai passé 1 an à ruminer. Ça n'a rien changé, sauf me rendre plus amer. Rachel me dit que l'entreprise va bien. Que Hasson réussit à la fac. Mes enfants me manquent. Si tu es d'accord, j'aimerais parler. Pas d'avocat. Pas d'exigence. Juste parler. Maman. J'ai lu ce message plusieurs fois, cherchant une ruse. Je n'en ai pas trouvé. Après en avoir discuté avec Hasson, Rachel et Izen, j'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant. Izen est restée tout près, au cas où. Elle est arrivée à l'heure. Elle paraissait plus vieille. Mais aussi plus calme que la dernière fois. Ses vêtements de luxe avaient disparu. Elle portait une blouse simple et un pantalon. Quand elle m'a vu, son visage s'est tendu, mais pas avec hostilité. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. Les mêmes mots que Rachel, des mois plus tôt. « Comment tu vas, maman ?»« Je survis », dit-elle en souriant un peu. Le loyer est plus facile à entretenir qu'une grande maison. Craig et moi, on prend de la distance. C'était nouveau. Je suis désolé. Elle haussa les épaules. Ça devait arriver. Ton grand-père disait toujours que Craig faisait ressortir le pire en moi.
Je crois qu'il avait raison. C'était la première fois qu'elle reconnaissait que mon grand-père avait peut-être eu raison. Je vois quelqu'un maintenant, continua-t-elle. Un thérapeute. Idée de Rachel. Il m'aide à comprendre certaines choses. Pourquoi je me sens vide, peu importe ce que j'ai ou j'achète. Notre discussion n'a pas été une réconciliation magique. Des années de conflit ne s'effacent pas en un déjeuner. Mais c'était un début. Elle m'a posé des questions sincères sur l'entreprise. Elle m'a écouté sans m'interrompre quand j'ai parlé de la fondation. Elle a souri avec fierté quand je lui ai montré le diplôme d'honneur de Hasson. Avant qu'on se quitte, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Harold serait fier de toi, Amber. Pas pour ce que tu as fait de l'argent, mais pour la personne que tu es devenue, malgré tout ce que je t'ai fait subir. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Le chemin vers la guérison familiale est long et incertain. Certains jours sont positifs, d'autres réveillent de vieilles blessures. Avec ma mère, on garde des limites claires. Mais la haine ouverte a disparu. Elle a même assisté à l'inauguration de notre nouvelle boutique. Elle est restée au fond de la salle pendant mon discours, mais elle est restée pour manger du gâteau ensuite. Hasson va être diplômé l'année prochaine. Il est prêt à travailler à temps plein dans l'entreprise. Rachel, inspirée peut-être par notre fondation, a commencé à faire du bénévolat dans un centre pour femmes. Elle pense même à reprendre des études en travail social. Et Isen, eh bien, la bague qu'il m'a glissée au doigt le mois dernier montre clairement qu'on va construire notre avenir ensemble. Quant à moi, j'ai enfin fait la paix avec le choix de mon grand-père. Son héritage ne parlait pas que d'argent ou de talent pour les affaires. Il parlait de valeur. De construire, pas de consommer. D'utiliser ce qu'on a pour créer quelque chose qui nous survive. Dans la dernière page de son journal, il a écrit qu'il pensait que j'avais ce que ma mère n'avait jamais développé. La force de caractère. Longtemps, j'ai vu ça comme un poids. Maintenant, je comprends que ce n'était pas un compliment. C'était une observation. Une vérité. Faire face à ma famille a été la chose la plus difficile de ma vie. Mais ce chemin douloureux m'a révélé à moi-même. Ma force, ma compassion, ma capacité à honorer le passé, tout en bâtissant un futur. Et c'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas l'entreprise, mais la certitude que la vraie richesse est dans ce qu'on construit, ce qu'on partage, et ce qu'on laisse aux autres. Si toi aussi tu vis un conflit familial à cause de l'argent ou d'un héritage, souviens-toi, être ferme ne veut pas dire être froid. Mettre des limites, ce n'est pas construire des murs. C'est poser des ponts pour que les relations puissent devenir saines. Partage ton histoire dans les commentaires. Et si ce témoignage t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres histoires de vie. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas, les héritages les plus précieux ne se mesurent pas en euros, mais en vies transformées et en biens que l'on fait.